débat. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble pour commenter l'actualité dominée évidemment par les annonces faites hier par Jean Castex. Nous parlerons également de cet amendement proposé par deux députés, Aurore Berger, plus précisément à propos du voile. Faut-il interdire le voile pour les petites filles? On évoque tous ces sujets avec vous, 0826 300 300 si vous voulez réagir. Avec aujourd'hui Judith Weintraub. Bonjour Judith, vous êtes reporter au Figaro Magazine. Najwa El Haïté, bonjour, vous êtes docteur en droit public. Bonjour, Valérie. Vous êtes vice-présidente de Territoire de Progrès. Vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine. Bonjour à vous. Bonjour. Et Lucas Véran, étudiant. Et vous êtes également adjoint au maire de Neuilly. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, il y a pas mal de petites informations qui méritent, qui sont assez importantes et qui méritent qu'on réagisse dessus. Alors, peut-être commencer avec vous, Judith, et une auto-promo bienvenue. Oui, et que vous m'avez autorisé, Oui. merci. Oui, le Figaro Magazine qui sort aujourd'hui fait sa une sur l'essai de Mathieu Laine qui s'appelle « Infantilisation, cet état nounou qui nous veut du bien ». C'est aux presses de la Cité. Et il explique que tout pouvoir a vocation à s'étendre, mais qu'il ne s'étendrait pas si nous n'étions pas demandeurs. En fait, c'est très inspiré du livre de la Boétie, vous savez, discours de la servitude volontaire. Oui, et donc c'est la nature a horreur du vide, donc c'est ça en gros, on est... Quand on nous traite comme des enfants, on a tendance à se conduire comme des enfants. Comme des enfants. Et Mathieu Laine voit le comble de ce comportement avec l'attestation de déplacement. Qu'on remplit nous-mêmes, vous savez, l'attestation dérogatoire qu'on a prise à l'Italie, mais à part l'Italie et nous, je crois qu'il n'y a que la Grèce en Europe qui se livre à ce genre d'exercice. Et alors, petite info au passage, le Conseil d'État, dans une décision qui est passée largement inaperçue le 22 décembre, a expliqué que cette attestation n'avait rien d'obligatoire. Vous êtes obligé, l'État peut vous obliger à présenter un justificatif d'employeur, par exemple, ou que vous allez voir une personne vulnérable, mais vous n'avez pas, l'État, la police n'a pas le droit d'exiger que vous ayez rempli ce papier. Je ne sais pas ce qui va advenir des contredanses ou des PV qui ont été donnés pour non-remplissage de l'attestation. J'attends de voir ça avec curiosité. Donc c'est à lire dans le Figaro Magazine de ce week-end avec une interview donc de Mathieu Laine à propos de son livre. Alors, Georges Kuzmanovic, c'est un coup de gueule. Mais oui, moi c'est un coup de gueule. Alors c'est pas l'actualité brûlante, ça a un mois. Je suis étonné. Donc hier, on a pu constater que le professeur Salomon, numéro 2 de la santé en France, directeur général de la santé en France, est toujours en poste, n'a pas démissionné et n'a pas été démissionné par le gouvernement. Et c'est un problème puisqu'il y a une commission d'enquête qui à la mi-décembre, une commission d'enquête du Sénat qui à la mi-décembre avait montré que premièrement, il avait une responsabilité personnelle, vu son poste, très lourde dans le fait que la France ait manqué de masques et que ça a entraîné, bien évidemment, une surcontamination du pays et beaucoup de morts. Une première raison pour laquelle il aurait dû démissionner, soyez en passant. Voilà, je suis responsable, c'était des choix, c'était le moment, je m'excuse. Bon, c'est ce qu'on fait normalement quand on est responsable. Mais non seulement ça, mais il a fait pression sur Santé publique France pour imposer, pour demander à faire un faux, pour cacher sa responsabilité dans ce manque de masques. Ça a été montré par le Sénat, preuve à l'appui avec les emails, et puis rien. Et c'est intéressant par rapport à ce que vient de dire Judith Weintraub, c'est qu'on a un gouvernement qui infantilise les Français, mais parce qu'il est incapable, et il est incapable de reconnaître ses propres responsabilités, ses propres fautes. Ces errements, les mensonges, qui font que les Français, je pense, ont beaucoup de mal à prendre au sérieux, à les prendre au sérieux et à accepter des contraintes très très fortes. Il y a des gens qui perdent leur travail, il y a des étudiants, vous en êtes Lucas, qui ne supportent plus leurs conditions. Et je pense vraiment aux étudiants parce que je crois qu'ils se sentent eux réellement infantilisés, qu'ils ne peuvent pas retourner à l'université. Bref, je pense qu'une des premières choses que devrait faire ce gouvernement maintenant, c'est puisque M. Salomon n'a pas fait lui-même, d'exiger le départ de M. Salomon, de le remplacer,
Et si ça ne se fait pas, on rentre un peu plus en République bananière. Oui, alors... Il n'y a pas de responsabilité. Et à lire dans le Parisien... Oui, allez-y Judith. Vous avez oublié avec toi son palmarès, il a menti à la représentation nationale quand il a dit lors de la première audition que quand le président de l'OMS avait fait un message mondial en disant tester, ça ne s'adressait pas à la France. Oui, absolument. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a ça aussi. Et aujourd'hui, à lire dans le Parisien, une enquête du Parisien, l'étrange licenciement de Jérôme Salomon de l'Institut Pasteur en 2012 sur fond de lettres anonymes, de dénonciations calomnieuses. Son avocat dit qu'il n'a jamais été mis en cause, mais c'est visiblement un personnage un petit peu trouble, à en croire le Parisien de ce matin. Et assez étonnant, effectivement, mais j'ai envie de dire que ça rejoint, toute proportion gardée, bien évidemment, l'affaire Duhamel, où il y a des gens qui sont accusés d'un certain nombre de choses et qu'on laisse dans la lumière ou qu'on laisse accéder à des postes alors qu'ils ont un certain nombre de casseroles. Alors évidemment, je ne... En l'occurrence, je trouve que ça rejoint l'affaire Benalla, qui est toujours pas réglée quand même. Oui, aussi. Voilà. C'est un scandale, autre scandale d'État qu'on laisse traîner. Najwa. Pardon, ça rejoint surtout l'affaire du sang contaminé. Oui, aussi. Dans le même domaine, c'est-à-dire de hauts fonctionnaires qui, pour des raisons d'intérêt national ou supposées d'intérêt national, ont menti et ont protégé le pouvoir alors qu'ils n'auraient pas dû le faire. Absolument, absolument. On passe à Najwa. Najwa El Haïté. Bonjour à tous. Bonjour Najwa, vous nous entendez? Alors, attendez, je vais peut-être... Là, je vous entends mieux, j'ai une petite coupure. Oui, alors attendez, je vais peut-être faire le coup de gueule de Lucas avant et puis on va passer au vôtre, Lucas. Oui, un coup de gueule qui aurait pu être un coup de cœur si l'État n'avait pas été exempt en matière de vaccination. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité dans le département des Hauts-de-Seine, dans lequel je suis élu, à Neuilly? On nous a demandé, chacune des collectivités qui composent les départements, des 36, de potentiellement se porter candidate pour accueillir un centre de vaccination. On a appris en début de semaine que nous avions la chance, Neuilly, de voir notre candidature retenue pour ouvrir effectivement un centre de vaccination au Théâtre des Sablons. Et la clarification, la demande qui nous a été faite, c'est de conditionner notre centre de vaccination à un rythme qui peut potentiellement atteindre 1300 vaccins par semaine. En conséquence, nous organisons de manière logistique avec la mobilisation des professionnels de santé, un médecin, un préparateur, une infirmière, des personnels administratifs, de sorte que nous puissions atteindre une cadence d'à peu près 6 vaccins à l'heure, ce qui fait à peu près 216 sur la journée, ce qui nous permet d'atteindre les 1300. Donc on se dit super, voilà enfin quelque chose qui accélère, qui va dans le bon sens. Et nous apprenons hier, par la voie des services de la préfecture, que finalement, chacun des centres de vaccination du département, nous recevrons dans un premier temps seulement que 420 doses. 420 doses, alors que même qu'en l'espace de moins de 24 heures, nous avons reçu 12 000 appels. À Neuilly, notre population qui excède les 75 ans, ce n'est seulement 7 000 personnes. C'est-à-dire que les autres communes, effectivement, qui n'ont pas de centre de vaccination, appellent, et je pense qu'il y a eu une sous-estimation de la demande. Ouais. Donc aujourd'hui, notre demande, elle est simple, c'est les doses que l'on nous avait promis, les a-t-on? Et si nous ne les avons pas, donnez-nous un discours transparent, parce qu'on n'arrive pas à se projeter de la sorte, et ce qui nous amène à déconstruire des rendez-vous que nous avions initialement organisés. Donc, si vous voulez, et dès ce matin, j'ai vu des Neuilliens qui étaient absolument outrés, parce que on est dans l'obligation de reprogrammer des rendez-vous plus tardifs, parce qu'il n'y a pas effectivement les doses nécessaires. Vous n'avez pas les doses nécessaires, c'est ce que vous êtes en train de... On nous annonce effectivement que ça va être progressif, mais il y a toujours ce manque de visibilité sur le nombre de doses qui sera accordé, alors que notre organisation nous aurait permis d'atteindre 1300 vaccinés dès la semaine prochaine. Et on signale que le site Santé France a bugué, a explosé hier, et qu'aujourd'hui les numéros verts mis en place sont totalement inaccessibles et sont occupés pour prendre les rendez-vous. J'ai eu plusieurs personnes ce matin qui m'ont confirmé de plus de 75 ans, qui sont donc dans la cible, vouloir prendre rendez-vous. Mais on va reparler de cette organisation. Moi, deux choses, Najwa,
avant de vous donner la parole, l'interview de Camélia Jordana à l'Obs aujourd'hui. Si j'étais un homme, je demanderais pardon, dit-elle, car les hommes blancs sont dans l'inconscient collectif responsable de tous les maux de la terre. Bon, est-ce que ça valait le coup de la citer? Oui, pour montrer un peu la bêtise de Camélia Jordana. Et puis, autre interrogation, Omar Sy à Beauvau. Alors, Emmanuel Macron, vous savez, avait lancé l'idée d'un Beauvau de la sécurité, et Alliance Police Nationale ont annoncé leur volonté de boycotter ce dispositif pour des raisons diverses. Mais entre autres, ils ont entendu citer le nom d'Omar Sy. Alors, est-ce que c'est une rumeur ou pas? Judith, je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus. Est-ce qu'Omar Sy va faire partie des personnalités, ou est-ce que ce n'est qu'une rumeur? Je ne sais pas, je n'ai pas d'informations disponibles, désolée. Ouais. Je comprends très bien, en tout cas, la levée de bouclier, parce que Omar Sy n'avait pas hésité à enfourcher le cheval de la police raciste en comparant les cas français à George Floyd. Oui, absolument. Et puis ça fait un petit moment qu'Omar Sy, on va dire, on ne peut pas lui reprocher d'être victime des discriminations de la police quand on est à Hollywood. Enfin, il faut un moment être un peu cohérent. Mais bon, peut-être que ce n'est qu'une rumeur pour l'instant. Alors, on va peut-être marquer une pause, et Najwa, vous aurez votre coup de gueule, ou en tout cas ce qui a retenu votre attention dans un instant. À tout de suite. Débat. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, avec aujourd'hui autour de la table Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Najwa El Haïty, docteur en droit, vice-présidente de Territoire de Progrès. Votre dernier livre, Laïcité et République, est paru chez l'Harmattan. Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine, et Lucas Véran, étudiant et adjoint au maire de Neuilly. Alors Najwa, c'est un coup de cœur et un coup de gueule à la fois. Oui, simplement rapidement concernant Camélia Jordana, moi j'aimerais revenir sur ses propos scandaleux, puisqu'elle réduit l'être humain à sa couleur de peau. Donc c'est un discours qui nous vient des États-Unis, un discours indigéniste qui n'a pas sa place en France, puisque en France on se définit avant tout non par la couleur de peau, mais par notre citoyenneté. Donc voilà, une fois que j'ai dit ça, je vais passer à mon coup de cœur, coup de gueule. Donc vous vous souvenez du livreur Deliveroo qui avait déclaré à 2 restaurateurs juifs de Strasbourg: je ne livre pas les juifs. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la justice est allée vite. Il a comparu hier en comparution immédiate. Et je pense que cette décision de justice est à la hauteur de la gravité de ses paroles, puisqu'il est condamné à 4 mois de prison ferme avec un mandat de dépôt. Donc je rappelle que c'est un jeune Algérien, âgé de 19 ans, qui est en France de manière illégale. Et donc, c'est important de le préciser, dès qu'il arrivera au terme de sa peine, eh bien, il sera renvoyé dans son pays. Voilà, en Algérie. Donc, c'est ce que nous a annoncé le ministre de l'Intérieur. Mais au-delà de ça, moi, j'aimerais dire que nous sommes aujourd'hui dans un climat vraiment nauséabond, puisqu'on se souvient que la Miss France avait fait l'objet d'un déferlement de haine, de propos antisémites sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce qu'elle s'appelait, et elle s'appelle toujours d'ailleurs, April Benayoun, et qu'elle avait mis en avant ses origines israéliennes, et notamment par son père. Donc moi j'aimerais dire que cette actualité, eh bien, elle est grave, parce qu'on constate une banalisation de la parole et de l'acte antisémite, tant dans le monde réel que dans le monde virtuel. Et j'espère vraiment de tout cœur qu'on mettra vraiment en place des moyens d'agir. Donc il y a ce projet de loi confortant le respect des principes de la République qui prévoit une disposition contre la haine en ligne. Il y a aussi une directive européenne Digital Service Act portée par Thierry Breton aussi qui... j'espère, mettra fin à cette haine en ligne, ou en tous les cas la réduira drastiquement. Et donc moi je pense que ce combat, aussi bien contre l'antisémitisme que contre le racisme, doit tous nous concerner, parce qu'il s'agit avant tout de dignité humaine. Oui, non mais... Pardon, Judith, allez-y. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Najwa. À un détail près, c'est pas la parole qui commence à se libérer, c'est que les gens qui sont victimes de racisme et d'antisémitisme commencent à parler.
Parce qu'en fait, ça fait très longtemps que ce phénomène existe. Vous vous rappelez la publication des territoires perdus de la République, qui était en 2002. Les Juifs qui quittent les écoles de Seine-Saint-Denis, c'était cette période-là aussi. Enfin, on en parle. Le changement, c'est ça. Oui, non, et surtout la justice, il faut saluer la rapidité. Exactement. Quand on parle et qu'on porte plainte, la justice agit. Agit rapidement, mais encore une fois, ce qui peut être désolant, c'est que la justice a agi certainement de cette manière aussi rapide parce que ça a été médiatisé. C'est peut-être ça, enfin c'est ça qui est un petit peu dommage. Lucas Véran, c'est un peu triste, mais aussi je pense qu'on peut saluer collectivement un peu une maturité du débat public sur cette question-là, parce qu'aujourd'hui, il y a moins de tabous à sortir effectivement la question de l'antisémitisme avec l'émergence, en tout cas le fait qu'il y a un islamisme politique qui peut véhiculer cet antisémitisme-là dans des quartiers. Et aujourd'hui, malheureusement, des enfants sur le territoire de la République grandissent dans un climat d'antisémitisme, en tout cas d'antisionisme, qui ensuite débouche sur une haine du juif. Aujourd'hui, on assume plus fortement dans le débat public cette difficulté-là et donc je pense que les moyens pour l'appréhender seront plus importants et j'espère comme Najwa qui seront mis en œuvre dans le prochain projet de loi. Cette décision de justice est une bonne chose, mais il faudra quand même rappeler la très forte hausse des actes antisémites en France sur les dernières années et le problème de l'éducation. C'est-à-dire qu'on a maintenant un tiers des jeunes qui... la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, c'est un peu un pâté, c'est pas très clair ce que c'est. Et des endroits où on ne peut pas l'enseigner. Et pour reprendre ce qui a été dit par Najwa, on devrait vraiment mettre un frein à cette importation d'une vision américanisée de la race qui n'existait pas, parce qu'on a combattu en France ce concept, et de rappeler la lutte, le long combat antiraciste et contre l'antisémitisme en France. À une époque, on avait un certain Gobineau qui mesurait la tête des crânes, mais je crois que les jeunes ne le savent plus, tout ça, et de moins en moins, et il y a un vrai effort d'éducation à faire. On a une auditrice qui pose une question très juste. Comment se fait-il que des entreprises embauchent des illégaux ? Le problème, c'est que c'est tellement mal payé que les illégaux le prennent. Et effectivement, on peut se poser la question de savoir comment se fait-il qu'un livreur Deliveroo n'ait pas de papier et puisse travailler en France. Parce qu'il n'y a pas de sanction. C'est ça le problème. Il n'y a pas de contrôle. Le problème, c'est que le donneur d'ordre n'a pas de sanction. Moi, je prends par exemple, prenez Bouygues. C'est génial. Bouygues, c'est une entreprise où il y a quelques centaines d'employés, mais qui embauche toute une série qui fait travailler toute une série de sous-traitants en entreprise. Et c'est l'entreprise sous-traitante, alors que Bouygues le sait parfaitement, qui sera éventuellement sanctionnée s'il y a un travailleur clandestin sur son chantier. Alors qu'il faudrait remonter la chaîne et faire de vraies sanctions. Et à ce moment-là, peut-être qu'on arrêtera de faire ce genre de choses. Et il y a un deuxième élément aussi sur cette économie numérique, c'est que Deliveroo n'est pas une entreprise qui emploie ces livreurs-là. Elle met en relation des consommateurs avec un auto-entrepreneur. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la Cour de cassation et sa chambre sociale a reconnu qu'il y avait un lien de subordination entre Deliveroo et ses livreurs, et donc qu'il devrait y avoir une relation de contrat de travail et non pas une auto-entreprise. Et ce qui permettrait à Deliveroo d'instaurer des règles beaucoup plus fermes en matière d'éthique, en matière de la manière dont s'organisent les livraisons, qui permettrait peut-être de pallier à ces difficultés-là. Des propos assez immondes sur Facebook d'un auditeur qui dit c'est ça les merdias, on fait la guerre au voile, les gens vont faire la guerre à la kippa et la Shoah, tout le monde a souffert, il n'y a pas que vous. Je pense que la Shoah c'est quand même très particulier. J'ai envie de relever ces propos parce que ça témoigne d'un certain état d'esprit et d'une certaine ambiance qu'on puisse écrire. Et qui ici a fait la guerre au voile? On va en parler du voile, mais je pense que c'est absolument pas comparable, que ça n'a strictement rien à voir. Et voilà. C'est bizarre, rien à voir. À ce monsieur, cette personne, peut-être une dame, si tout à coup des ultra-orthodoxes voulaient absolument aller dans les espaces publics avec des Stremel et des équipages géantes, on dirait non, c'est tout. C'est comparer les deux et vraiment c'est scandaleux en fait. Les Stremel et l'équipa. Les Stremel et l'équipa ne sont pas des signes d'asservissement des hommes, puisqu'il n'y a que les hommes juifs qui les portent aux femmes. C'est aussi une grande spécificité du voile. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant pour parler de ce couvre-feu national à 18h. Est-ce la bonne méthode ? On voit un certain nombre de personnes qui disent « je ne le respecterai pas ». Je pense que la majorité des Français va le respecter. Mais là, encore une fois, on se demande si c'est la bonne
la bonne solution. Mais nous jouons sur Sud Radio toute cette semaine. Vous le savez, vous pouvez gagner un magnifique cadeau qui vous est offert par Sud Radio et par monalbumphoto.fr. Un bon d'achat de 150 € pour des livres photos personnalisés avec monalbumphoto.fr. Joli cadeau. Vous pouvez également faire des calendriers de photos personnalisés ou immortaliser sur papier vos plus beaux souvenirs. Appelez-nous 0826 300 300 pour gagner ce très beau cadeau. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Couvre-feu national à 18h. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Jean Castex, après avoir félicité les Français sur leur comportement, là je rejoins un petit peu ce que disait Judith Weintraub tout à l'heure. C'est bien, vous avez un bon point. On a été sages pendant les vacances de Noël, mais couvre-feu dès samedi et pendant 2 semaines minimum à 18h pour la France entière. Le protocole dans les écoles va être renforcé. Des campagnes de dépistage vont être organisées pour 1 million d'écoliers et d'enseignants. Les activités extrascolaires en intérieur sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Et puis les conditions, alors moi j'avoue que j'ai une question, pour entrer sur le territoire sont aussi durcies, tests PCR et quarantaine pour les voyageurs non européens, parce qu'il est bien connu que les pays européens n'ont pas le Covid. L'Espagne qui demande des tests PCR, j'arrive pas à comprendre moi qu'il n'y ait pas de réciprocité et que les contrôles, allez voir dans les aéroports, et j'interpelle le directeur d'aéroport de Paris, même si je sais que ça ne dépend pas de lui, mais des douanes et du ministère de l'Intérieur, les contrôles sont quasi inexistants. Et puis Jean Castex qui n'a pas écarté un éventuel reconfinement. Alors, convaincu, pas convaincu, Judith Weintraub, est-ce qu'on est toujours dans le retard, on navigue un peu à vue? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette intervention hier? D'abord, comme d'habitude, Jean Castex a commencé par s'auto-féliciter. Oui, c'est ça. Je trouve que vu la situation de la France, c'est absolument insupportable. Je renvoie toujours au message de bon vœu d'Angela Merkel, qui, elle, a dit « Nous avons pris des décisions en espérant qu'elles étaient les bonnes. » La veille du jour, parce que en Allemagne, c'est 24 heures avant, la veille du jour où Emmanuel Macron nous assénait « Nous sommes convaincus d'avoir pris les bonnes décisions. » Voilà, toute la différence est là-dedans. Qu'on nage dans le bleu, dans le flou, dans l'incertitude, sur fond de controverses scientifiques, ça, tout le monde l'a compris. Donc j'aimerais quand même des autorités, un gouvernement un peu moins péremptoire. Quand j'entends Jean Castex et Olivier Véran nous affirmer que les études prouvent l'efficacité du couvre-feu à 18h. Je pense qu'ils font référence à une étude de Santé publique France, il faut la lire, elle est courte, elle est facile à lire, dont les auteurs reconnaissent eux-mêmes qu'elle ne prouve rien du tout. Il y a quelques présomptions. Un des auteurs, le professeur Roland, dit en plus un truc qui m'a quand même interpellée, c'est le couvre-feu à 18h, ça fonctionne même dans les départements où c'est pas appliqué. Si c'était appliqué dans les départements voisins par un phénomène que j'appellerais résonance. Donc on est dans la pensée magique, en gros. Les études un peu sérieuses qui ont été faites notamment par le biais des analyses des eaux usées du réseau Aubépine lors du précédent couvre-feu à 20h, très vite suivi par le confinement, montre qu'en fait le virus avait commencé à circuler moins à une date qui n'avait rien à voir avec la décision de couvre-feu ni avec la décision de confinement. Donc on prend des mesures, pourquoi ? Pour faire quelque chose, parce qu'aucun pouvoir politique n'est capable de dire ce qui est efficace ou pas. Voilà. Alors qu'on nous dise pas, on sait que c'est efficace, on n'a pas les éléments, ou alors qu'on nous les montre. Et dernière chose, dans le numéro d'autosatisfaction, on est bien meilleur que les autres qui prennent les mesures que nous on avait prises avant. C'est juste faux, parce qu'il y a des pays d'Europe où les restaurants sont ouverts ou largement ouverts. Je pense à l'Espagne, il y a des pays où les couvre-feux sont à 22h. Enfin, il y a une grande diversité de situations. La vérité n'existe pas. La vérité n'existe pas. On voit l'Espagne, certaines régions d'Espagne qui avaient effectivement, je pense aux Baléares, laissé les restaurants ouverts jusqu'à 22h, qui aujourd'hui ont fermé les restaurants, reconfinent, sont passés en alerte 4 avec une hausse des contaminations.
contamination. Donc c'est vrai que c'est très compliqué et qu'on a du mal à savoir ce qui est efficace ou pas. Les médecins, eux, plaidaient pour un reconfinement complet. Lucas Véran. Moi, effectivement, sur le 18h, je ne sais pas si c'est efficace. En revanche, il y a une chose dont je suis certain, c'est que j'en ai un peu marre de l'opposition et que quand le gouvernement dit blanc, elle dit noir. Hier, tout le monde était contre les mesures liberticides inédites. Et maintenant, tout le monde redouble d'ingéniosité pour imposer un confinement. La réalité, c'est que par rapport à la situation qui nous a amené au second confinement, la situation, pour l'instant, n'est pas comparable. On a 20 000 contaminations par jour au lieu des 50 000 qui étaient le cas. Donc, ceux qui, aujourd'hui, exigent d'aller plus vite, ils ne se rendent pas compte que aussi il y a toujours cet équilibre très compliqué à conserver pour essayer de ne pas drastiquement atteindre l'appareil productif et l'économie française. Donc, moi, je fais confiance au gouvernement pour essayer de rendre le plus agile possible et de prendre peut-être la décision du confinement au moment où vraiment la situation ne pourra pas permettre d'autres hypothèses. Mais tant que cela n'est pas requis, il faut pouvoir permettre à l'appareil productif de ne pas totalement s'éteindre. Oui. Georges Kuzmanovic. Alors, j'écoutais tout le monde, mais je faisais des petits calculs avec ma calculatrice. Non, effectivement, je suis d'accord avec ce qui a été dit entre autres par Judith, qu'on a un gouvernement extrêmement péremptoire et qui donne des leçons aux Français. En même temps, on est le pays où il y a le moins de morts. Non, c'est ce que je calculais. On est à 70 000 morts. Oui, mais par rapport en proportion de la population. On est. Non, c'est faux, Valérie. Bien sûr que non. Bien sûr que non. On est dans les mauvais. C'est pas ce que j'ai vu. Non, moi aussi, c'est pas ce que j'ai lu. Mais j'ai fait rapidement. L'un des plus mauvais pays, c'est les États-Unis. Ils en sont à 388 000 morts, malheureusement. Si on fait le rapport population française, population des États-Unis, en France, nous sommes 67 millions, ils sont 327, 328. On arriverait à 350 000 morts. C'est-à-dire on est à peine à 10% en dessous du pire des scores. C'est-à-dire avec Trump qui faisait n'importe quoi aux États-Unis. Et en Europe, le pire, c'est la Belgique. On est meilleur que la Belgique. Mais on est 8e mondiaux, à peu près. Ouais. Donc, une grande inefficacité de ce gouvernement. Certes, c'est compliqué, c'est une crise. Mais ce qui est intéressant, c'est pour ça que je parlais aussi du fait du problème du professeur Salomon. C'est-à-dire que pour regagner la confiance et faire accepter des mesures qui seront sûrement nécessaires, car malheureusement, je crois que des mesures drastiques sont nécessaires. Je ne suis pas sûr que le couvre-feu à 18h soit le plus malin, mais on a malheureusement un variant britannique qui fait des ravages en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a pris énormément de mesures, ils sont beaucoup plus en avance que nous en vaccination, et ils font un score malheureux de 1600 morts par jour, avec plus de 70 000 contaminations jour. Et il y a ce variant nouveau qui a été découvert au Japon, le variant brésilien. Il y a le variant brésilien, le variant sud-africain. Le variant japonais-brésilien, visiblement, résiste déjà au vaccin, alors que le vaccin n'a pas été diffusé sur toute la planète. Donc vous imaginez les conséquences anticipées ce que ça représente. Parce que si un variant du Brésil a été trouvé au Japon, c'est que d'une manière ou d'une autre, ça circule déjà, malheureusement. Mais donc quoi ? Donc c'est quoi votre préconisation propos ? La préconisation, c'est que ça invite à repenser radicalement la manière dont est organisé l'État en France et la manière dont est organisée la résilience en France. On ne peut plus avoir un personnel politique qui est sélectionné à Sciences Po, l'ENA, et qui se retrouve à 25 ans. Enfin, il n'y a pas un seul pays, il n'y a pas un seul pays qui s'en sort. Si, il y a un pays, régulièrement, ici, avec vous, je le répète, c'est la Corée du Sud, où ils sont à 1217 morts. Oui, mais vous ne pouvez pas comparer les Asiatiques avec les Européens. Alors, justement, je ne compare pas ethniquement. Ce sont des gens qui ont une organisation étatique différente, qui ont plus de moyens, qui ont également une responsabilité plus grande de leur personnel politique, également une responsabilité plus grande des citoyens. On voit les effets. Si malheureusement cette crise continue, si on continue à avoir des morts, si on continue à avoir un pays désorganisé avec une économie ravagée de tous nos étudiants qui sont désespérés, les personnels de la culture, les restaurateurs, à un moment donné, il va falloir se dire peut-être qu'ils ont raison, ces gens-là, parce que ne ferment pas, leur cinéma reste ouvert. Ils ont fermé les boîtes de nuit. Alors, dis donc, parce qu'ils se sont dit il y a un pic, il faudra peut-être fermer les boîtes de nuit. Les gens sortent. Peut-être que c'est le bon modèle, quelque part. Non, mais admettre alors attendez, Najwa n'a pas parlé. Oui, je peux intervenir. Najwa, allez-y. Oui. Merci Valérie. Najwa, non, mais vous parliez
des hommes politiques et du personnel politique en étant assez critique. Mais moi, je parlerais aussi de la haute administration. Je suis désolée, qui n'a pas la culture du risque, qui n'ose pas prendre une décision, parce que je rappelle quand même qu'il y a le politique, mais il y a aussi l'administration qui va avec. Donc, comment dire que Macron, quand il a fait campagne, a promis précisément de reprendre le pouvoir sur l'administration. Il avait abordé ce qui se passe. Comment la ministre comment non mais attendez, je peux continuer. Laissez Najwa continuer. Merci, parce qu'en plus c'est pas évident à distance. Donc je disais que voilà, on met en avant un personnel politique figé, etc. Il y a aussi une haute administration, et je le rappelle, qui n'a pas cette culture du risque, qui n'ose pas alerter quand il faut alerter, qui n'ose pas trancher aussi. Donc on a beau jeu de pointer que la classe politique, mais voilà, il y a aussi une administration qui n'ose pas prendre aussi des décisions, et donc le ministre, conseillé par son administration, eh bien, n'est pas sûr non plus de ses décisions. Donc on navigue un peu, en plus, dans une crise sanitaire quand même, où on navigue, il faut le reconnaître, un peu à vue, comme dans d'autres pays européens. Donc voilà, donc je ferme la parenthèse là-dessus, et je viens rapidement sur l'utilité du couvre-feu. Là encore, on n'y voit pas clair. Donc moi, je ne suis pas épidémiologiste, donc moi je me réfère aux spécialistes que je lis, et là encore, ils sont divisés. Donc Judith Ventrop parlait des chercheurs de Santé publique France qui disent que c'est utile et que ça a notamment un impact sur l'activité hospitalière. Vous avez le professeur Mathieu Revest, qui lui aussi est infectiologue au CHU de Rennes, qui partage cet avis, qui dit que tant qu'on limite les interactions sociales, ça peut avoir que des effets positifs. Et vous avez d'autres épidémiologistes qui vous disent non, l'effet est quasi nul. Donc Catherine Hill, Eric Combe, etc. Bon, une fois que j'ai dit ça, moi je me dis, ça se tente. Et je ne sais plus qui sur le plateau disait, avant le confinement général, je ne sais plus qui disait sur le plateau, on n'a pas une opposition aussi constructive. C'est-à-dire que dès que le gouvernement dit, eh ben, on confine, ah bah attention nos libertés individuelles, etc. Dès que on parle de couvre-feu, ah bah non, on veut être confiné. À un moment, faut être un peu cohérent et surtout constructif, parce que déjà, et là je parlerai des Français, j'en terminerai par là, on est dans un climat, et tout le monde le sait, extrêmement anxiogène, où certes on a un cap, mais qui peut changer d'une semaine à l'autre, parce qu'il y a des variants de ce virus. On parle du virus anglais, sud-africain, maintenant on parle du virus brésilien et japonais. Enfin, si vous recherchez aussi un virus japonais, un variant du virus de ce virus-là, mais qui viendrait du Japon. Donc voilà, enfin, on a besoin aussi d'unité, et j'en parlerai si j'ai l'occasion aussi de parler de ce qu'a dit le ministre Véran concernant l'unité nationale. Là aussi, il doit aussi impliquer les élus locaux. Là aussi, je ferme la parenthèse. Mais voilà, face à un climat anxiogène, on a besoin aussi d'une opposition constructive. Et là aussi, le gouvernement doit laisser la place aux élus locaux. Mais quand il y a une perte de partenaires, je pense au maire. Est-ce que je peux intervenir sur cette comparaison entre confinement et couvre-feu? Ça ne répond pas à la question posée. Certes, le confinement est plus contraignant que le couvre-feu, mais c'est comme si vous demandiez, est-ce que vous préférez recevoir un grand coup sur la tête, le confinement, ou un coup de règle sur les doigts, le couvre-feu? Mais on s'en fout, c'est pas la question. La question, c'est quelle mesure est efficace. On sait, parce que là, on l'a vu, que le confinement, dans sa version la plus stricte, effectivement réduit les interactions sociales et a un impact pour alléger le système hospitalier, puisqu'au bout du compte, c'est bien ça qui est recherché, c'est ne pas déborder. Mais avec les effets négatifs que l'on connaît. C'est à mon tour de les effets négatifs que l'on connaît. Terminez, Judith. Donc,
La question, c'est est-ce que c'est efficace sanitairement? C'est pas est-ce que ça fait moins mal? Oui, mais est-ce que c'est pas efficace sanitairement? Comme ça, de toute façon, des dégâts économiques, parce que fermer à 18h, ça complique la vie de tas de gens. Les gens qui ont des enfants, les emmener, les ramener, les commerçants qui se demandent quand est-ce qu'ils vont réussir à vendre. Ça a un coût économique, social et humain très important. Et je vous dis pas le coût pour le moral de ville morte à partir de 18h. Ça a un coût, c'est pas une mesure indolore. Non, c'est pas une mesure indolore. Mais donc, la seule question comme le confinement, est-ce que c'est efficace sanitairement? Alors, on a un auditeur avec nous. Je vous donne la parole après Lucas Véran. Jean-Noël est en ligne. Bonjour Jean-Noël, vous vouliez témoigner? Oui, bonjour Valérie, bonjour. vos auditeurs, vos invités. Dites-moi, moi je suis un peu dubitatif quand même, parce que j'ai un ami chef d'entreprise qui a pris l'avion le 9 janvier entre Tunis et Nice sur le vol Tunisair TU 996. Ils font les tests à l'aéroport, ils sont séparés, pardon. Et il y en a 2 qui sont déclarés positifs. Ouais. Et à la grande surprise d'un de mes amis, entre autres, et d'autres passagers, les 2 passagers ont pu prendre le vol. Et ils sont arrivés sur Nice. Ah ouais. Et bien sûr, sur Nice, comme c'est open bar dans ce pays, on contrôle les Français, mais on ne contrôle pas nos frontières, on laisse rentrer et faire n'importe quoi. Moi, je suis un peu dubitatif. Alors après, quand vous vient vous seriner avec la distanciation sociale, le masque, le gel, 2 dans le bureau, etc., tous nos politiques et nos gouvernements, et là, je veux pas dire que le gouvernement actuel, ça aurait été des autres à droite, ça aurait été pareil, et ça aurait été à gauche, ça aurait été pareil aussi, ça aurait été la pétaudière, parce que nous sommes gouvernés, parce que c'est notre faute. On envoie des gouvernements et des ministres et des élus qui, 1, ils n'ont pas le niveau, 2, ils pensent que peut se propasser le Marocain, voire autre chose, et la gamelle, et on va en crever de ça. Et aujourd'hui, les chefs d'entreprise qui sont là en train d'agoniser dans tous les secteurs d'activité qu'il puisse y avoir, de la restauration, l'hôtellerie, etc., on est en train de mourir. Alors c'est sûr que M. Delfrécy peut venir sur les plateaux télé et venir expliquer sa prose qu'il faut rester à la maison et pas bouger, patati patata, mais lui, il est retraité, il a son revenu qui tombe tranquillement, et il y a des millions de gens qui n'en ont plus et qui peuvent plus arriver à joindre les 2 bouts. Et il est là le gros problème. Et moi, je voudrais savoir, j'en profite de passer à la télévision, est-ce que Martin Blachier est médecin ou pas? Et est-ce qu'il est payé par les labos ou pas? Ou est-ce qu'il est payé par les labos ou pas? Comme Karine Lacombe, et on lui file la Légion d'honneur. C'est une honte. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Hein, je pense que Karine Lacombe s'est expliquée sur les conflits d'intérêts, ou en tout cas les liens qu'il y a avec les labos. Encore une fois, il y a les chercheurs, les hospitaliers travaillent sur des maladies et donc travaillent avec les labos pour mettre au point des médicaments. Donc les intérêts, les conflits d'intérêts doivent être déclarés. Il y a une nuance entre être acheté, je pense, par un laboratoire, travailler avec des labos. Enfin, c'est assez subtil, mais non, mais mais je discutais avec un professeur qui travaille sur la maladie d'Alzheimer. Ils sont obligés de travailler avec les labos pour mettre au point des médicaments. Donc c'est pas parce qu'ils travaillent avec eux qu'ils sont vendus, qu'ils sont forcément qui roulent pour eux. Attendez, sans Pfizer, sans Moderna, sans AstraZeneca, sans l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques qui constituent la seule voie d'issue, et c'est ce sur quoi je voulais revenir. On débat 18h, confinement. Aujourd'hui, je pense qu'on perd de l'attention sur ce débat-là. Bien sûr qu'il faudra tirer plein d'enseignements sur la formation des hauts fonctionnaires, sur l'organisation de l'État, sa décentralisation. Mais là, effectivement, il y a l'urgence. Mais la seule voie où le politique peut agir, parce que finalement, que ce soit couvre-feu, que ce soit confinement, les résultats, ils sont difficilement perceptibles, quel que soit le pays et quel que soit le pays. Il y a un problème de cohérence dans ce que disait notre auditeur. C'est vrai que je l'ai vécu aussi, arrivant de l'étranger. Vous n'êtes pas contrôlé, ou très peu. Les tests PCR qui sont demandés. J'ai des amis qui sont venus de Dubaï. Le test, ils ont montré un papier. Ça aurait pu être un test de grossesse, ça aurait été pareil. Le contrôle est pas fait. Donc c'est vrai sur les contrôles aux frontières, oui, mais il faut vraiment se concentrer parce que c'est le seul levier d'action qu'a l'État, les collectivités territoriales, sur le rythme et l'amplification de la vaccination qui nous permettra de sortir de cela. Voilà. Mais Jean-Noël a raison quand même sur un certain nombre de choses, en particulier sur les aéroports. On peut considérer qu'à l'époque de Madame Buzyn, que les petits tracts et les petits collages à l'aéroport, c'était déjà une erreur, mais c'était le début, ils ne savaient pas. Depuis 8 mois, ne pas avoir mis en place
un système de régulation sérieux dans nos aéroports est une folie pour le pays. Mais pourquoi pas demander de réciprocité avec même les pays Schengen? Mais bien évidemment. Puis, de toute façon, il n'y a pas besoin de réciprocité. Justement, on doit éviter les échanges. Et justement, contrôlons bien. Et il a quand même raison, Jean-Noël, dans le fait que, bien évidemment, puisqu'il n'y a que des laboratoires privés, les professeurs et les chercheurs sont bien obligés de travailler avec quelqu'un. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils sont achetés par ces laboratoires. Par contre, cette crise montre bien qu'il y a un intérêt à avoir une souveraineté nationale sur le médicament et être en mesure, s'il y a une crise, d'avoir un pouvoir qui puisse déclencher la production de médicaments, de vaccins. Pour le sang, Sanofi n'a pas le vaccin. Oui, mais on n'a pas de pôle du médicament français. Allez. Ça n'existe pas. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous. À tout de suite. On a notre gagnante, c'est Gisèle de Perpignan. Bonjour Gisèle. Bonjour Gisèle. Donc vous avez gagné ce magnifique cadeau de 150 €, une valeur de 150 €, monalbumphoto.fr. Vous connaissiez ce type d'album photo ? Ma fille et mon fils connaissent. Voilà. Moi, je suis âgée, donc ça m'échappe un peu. Et vous savez quoi, votre fils et vos enfants, vos petits-enfants vont vous faire ce cadeau. Ils vont vous offrir un album photo personnalisé ou un calendrier. Vous pourrez choisir grâce à monalbumphoto.fr. Merci Gisèle d'avoir appelé Sud Radio. On se retrouve nous dans un tout petit instant avec vous tout de suite sur Sud Radio. J'étais en train de lire un tweet que je viens de voir. À Paris, il fallait appeler le 3975, numéro saturé, pour s'entendre dire que la prise de rendez-vous ne se fera que samedi car ils ne sont pas prêts. Gros foutage de gueule de la mairie de Paris, incapable. Bon, c'était un tweet pour montrer effectivement et revenir sur la désorganisation quand même assez hallucinante de la mise en place de la vaccination. C'est assez effrayant. Je voudrais quand même qu'on dise quelques mots de cet amendement parce que c'est important, déposé par Aurore Berger et Jean-Baptiste Moreau, un amendement sur la question du voile qui viserait à interdire le port du voile et de tout signe religieux ostensible par les mineurs dans l'espace public. Deux amendements qui mettent, comme le dit Aurore Berger, la majorité face à ses responsabilités. C'est vrai que les positions d'Emmanuel Macron ne sont pas très claires, toujours très claires à propos de la laïcité. Peut-être Najwa, je rappelle que vous avez écrit un livre sur le sujet de la laïcité. Qu'en pensez-vous ? Alors, j'ai écrit un livre et j'ai aussi récemment écrit une tribune avec un des rapporteurs concernant l'interdiction du port du voile par les enfants. Donc, il s'agit de Jean-Baptiste Moreau. J'avais aussi co-signé cette tribune avec Zineb El Razoui. Et ma position avec eux, d'ailleurs, est claire. C'est-à-dire qu'il n'est pas soutenable de voir, et je l'ai vu dans des communes en banlieue, des petites filles de 6-8 ans voilées de haut en bas. Vous voyez à peine leur visage et c'est une forme pour moi de violence, parce que dans un pays comme la France où on parle d'égalité entre les hommes et les femmes, qui est un principe constitutionnel, je le rappelle. Il y a ce volet-là, mais il y a aussi le volet de la protection de l'enfance, parce que je parle de violence, et les termes sont forts, et parce que le voile, c'est pas qu'un simple tissu. Non. Le voile, c'est le symbole de la domination patriarcale. Et c'est pour ça qu'on a écrit cette tribune, pour espérer qu'il y ait un amendement déposé par rapport à ce qui est discuté aujourd'hui à l'Assemblée. Il nous reste peu de temps, Judith, sur la position du gouvernement. Effectivement, c'est une sorte de coup de poing quand on voit Aurore Berger sur le sujet. Alors d'abord, bravo à Najwa pour son engagement, parce que c'est un combat extrêmement difficile. Merci, notamment pour elle. Bien sûr. Malheureusement, oui, le gouvernement et Emmanuel Macron ne sont pas du tout au clair là-dessus. Parmi les adversaires de l'interdiction du voile pour les fillettes, il y a Jean Castex. Jean Castex qui avait quand même, dès son premier discours de politique générale, mis la laïcité au fronton de ses valeurs et qui là se déballonne complètement. Il faut
que la majorité se mette au clair, que la République En Marche se mette au clair sur cette histoire de voilement. C'est pour ça que je me suis permis de reprendre Georges tout à l'heure sur le Streimel, la toque en fourrure des juifs ashkénazes religieux et la kippa, parce que ça n'a pas la même signification. On ne peut pas comparer un vêtement religieux folklorique au signe d'une hiérarchie entre les femmes et les hommes. Un mot, il nous reste, et on est obligé de rendre, cette partie était très tout à fait. Non, mais dans la tribune de Najwa, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que par exemple, le concours des minimis est interdit parce que ça pourrait porter atteinte au développement de l'enfant, physique, mental, et donc on ne serait pas en mesure d'interdire un signe qui manifesterait une sorte de protection face à l'impureté. Enfin, c'est effectivement c'est lunaire. Et Georges, vous êtes, j'imagine, aussi d'accord avec cet amendement? Oui, puis je suis d'accord avec Judith. Je trouve que c'est inadmissible de comparer le fait d'interdire le voile et la Shoah. On est quand même chez les fous. Donc, et oui, le voilement des petites filles, c'est une nouvelle. C'est un des moyens de l'offensive de l'islam politique. Et bien évidemment, compte tenu de son poids actuellement, malheureusement en France, il doit être strictement interdit parce que les petites filles ne sont pas autonomes dans leur choix. Qu'est-ce qu'on dirait si on avait des enfants qui avaient des déguisements de trumpistes ou de trotskistes ou de maoïstes ou de je sais pas quoi? C'est pas exactement pareil non plus. Il y a un projet politique quand même derrière le port du voile qui est assez différent. Bravo Najwa. C'est pas un déguisement. C'est pas un déguisement un acte politique. Ni folklorique. Merci à tous les quatre. Pardon pour ce retard.